Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur Cache Radio. Aujourd'hui nous allons vous proposer de nombreux sujets très intéressants et très amusants en compagnie de notre chère Sophie Scherer. Il y aura des critiques, des devinettes, un débat et plein d'autres surprises. Restez à l'écoute. Désolé chers auditeurs, mais nous sommes interrompus par les forces de l'ordre qui ont un message à vous faire passer. Je laisse la parole à mademoiselle Iwa. Nous recherchons une femme nommée Sophie Scherer qui est accusée d'avoir tué l'huile d'olive alors qu'elle ne meurt jamais. Elle a commis aussi une série de crimes très graves. Elle a kidnappé l'hamster de Mathilde, puis, juste après, elle s'est fâchée avec Cathy alors que c'est un vrai petit angelot. Elle s'est aussi enfuie de France pour assister à une émission de web radio organisée par les 6e. Et aussi, j'allais oublier, elle a aussi un rapport avec la mafia sicilienne. La récompense est de 500 000 dirhams. Faites très attention, car elle est très dangereuse et très maligne. Car elle a fait des études de criminologie pour brouiller les pistes. Toute personne qui l'aiderait sera condamnée à boire 1 litre d'huile d'argan. Merci pour ces détails précis. Je suis sûre qu'avec ça, nos chers citoyens retrouveront cette criminelle. Et bien sûr, merci à mademoiselle Iba de nous avoir informés. Pour commencer, messieurs El Rali et Omar vont nous présenter une critique et d'amusantes devinettes sur une des œuvres de Sophie Scherer. L'huile d'olive ne meurt jamais. J'aime ce livre car il a été inspiré d'une histoire vraie. La baronne Cordopatrie Gerso, son domaine est sa fabrication d'huile d'olive. Mais la mafia convoite ses terres. Quand elle refuse de collaborer à leur agissement douteux, la dame lutte vaillamment contre la Cosa Nostra aux bras puissants et dangereux. Voici pour vous, Madame Sophie Scherer, 2 amusantes charades. Ma première charade est: mon premier est un élément vital pour l'homme. Mon deuxième est l'endroit où je dors. Mon troisième est une interjonction marseillaise qualifiant quelqu'un de bon à rien. Mon tout est un prénom masculin. Quelle est votre réponse? Olivier. Excellente réponse, Madame Sophie Scherer. Merci. Ma deuxième... Pas sûr. Bravo, madame. Ma deuxième charade. Mon premier est un déterminant possessif. Mon deuxième est un élément de votre famille. Mon troisième est la première lettre de l'alphabet. Ah, c'est mafia. Mafia. Bonne réponse. Ouais. Nous vous encourageons pour la suite. Maintenant, vous savez ce que pense un de nos chroniqueurs de ce livre. Quelqu'un a dit, je pense que c'était... non. Pourtant, il y a bien quelqu'un qui l'a dit. Bref, on a dit, la vie est faite d'énigmes. Nous disons, la vie est faite de devinettes. Alors n'hésitez pas d'en refaire chez vous, avec vos amis et votre famille. Ça nous ferait très plaisir. Et merci à nos 2 chroniqueurs. Bon, assez papoté. Passons au deuxième sujet. Mademoiselle Shainda va nous présenter la mafia sicilienne. Alors Shainda, c'est quoi cette mafia ? La mafia est comme une bande de bandits et aussi une bande criminelle. Son but est de faire pression sur les commerçants pour obtenir de l'argent. Ils sont menacés et leur commerce risque d'être détruit. Le vrai nom de la mafia sicilienne est la Cosa Nostra. Ce nom a été utilisé après la Seconde Guerre mondiale. La mafia sicilienne tue parfois beaucoup. La mafia sicilienne est catholique. Il y en a qui ne peuvent pas tuer le vendredi. La mafia gagne des centaines de dollars grâce à leur activité douteuse. La mafia est un peu partout dans le monde. En Sicile, c'est là que tout a commencé. Maintenant, on en connaît plus sur la mafia sicilienne. Merci Shainda pour ces précieuses informations. Passons au 3e sujet. Dans le livre L'huile d'olive ne meurt jamais, Olivier a aidé la baronne Cordopatrie. A-t-il eu raison ou pas? Pour répondre à cette question, mademoiselle Yasmine anime un débat.
Donc, comme vous l'a dit Zineb, aujourd'hui on va débattre sur le livre L'huile d'olive ne meurt jamais. À votre avis, Olivier a-t-il eu raison de repartir chez la baronne Cordopatrie alors qu'elle lui avait dit que c'était dangereux et qu'il avait eu un premier avertissement de la mafia? Rita et Nassim pensent que Olivier ne devait y retourner, alors que Amine et El Rali, au contraire, pensent qu'il a eu raison de le faire. On va commencer avec toi, El Rali. Je suis pour que Olivier parte chez la baronne Cordopatrie malgré le fait que la mafia lui avait donné un premier avertissement. Mon avis est que s'il ne l'avait pas rejoint, l'histoire n'aurait plus aucun sens. De plus, le passage où il part chez la baronne Cordopatrie est le passage le plus captivant pour le lecteur. Merci. Nassim, as-tu des arguments? À mon goût, il ne devait pas retourner chez la baronne Cordopatrie car la mafia l'avait déjà prévenu sur sa Vespa. Amine, je vois que tu as quelque chose à dire. À toi la parole. El Rali, je suis du même avis que toi, mais je suis contre toi, Nassim. En plus, Olivier est parti chez cette femme parce qu'elle est seule et il n'y a personne pour l'aider. Même si les gens disent que c'est un danger. Il est également parti car il admire une fille. Cette fille a failli se battre pour protéger sa femme. Olivier l'aime. Donc il doit avoir des connaissances sur la baronne. Et grâce à la baronne, il a su qu'il était fort, courageux et généreux. Pour finir, Rita, veux-tu rajouter quelque chose? À mon avis, il ne devait pas retourner, car Madame Cordopatrie l'avait bien prévenu qu'il risquait sa vie en revenant. À ton avis, Yasmine, fallait-il qu'il revienne ou pas? À mon avis, Olivier a fait ce qu'il ne fallait pas faire en repartant chez la baronne Cordopatrie malgré tous les avertissements. Nous voyons que les idées sont partagées. Il nous faut l'avis d'un professionnel. Et pour ça, je m'adresse à vous, Madame Scherer. Qu'en pensez-vous? Je pense que vous êtes vraiment des critiques exemplaires avec des arguments, une pensée originale et puis un débat ouvert. Ça, c'est merveilleux. Partout où la mafia règne, ce genre de débat est impossible. On a le droit d'avoir le même avis que eux, et c'est tout. Alors, moi, ce que j'en dis, c'est que si Olivier n'était pas retourné chez la baronne, il n'y aurait pas d'histoire. Alors j'aurais pris des vacances, j'aurais fait la grasse matinée, mais je n'aurais pas écrit ce livre. Donc je préfère qu'il y soit retourné. C'est l'occasion de nous rencontrer. Merci madame. Bien sûr, chacun son avis, mais le vôtre est précieux. Alors, est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui. Olivier, je ne devrais peut-être pas vous dire ça, mais ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il sait désobéir. À bon escient. Ah, ça c'est vous qui le dites. Il y a de la bonne désobéissance. On en parlera après. Merci. Et maintenant, Kenza et Sophia vont nous présenter le livre Les hamsters n'ont pas de voix. Bonjour. Mathilde est une fille de famille riche, des jouets plein la tête, des amis avec qui jouer, des centaines de peluches et une grande chambre. Mais il lui manquait encore une chose, une toute petite chose. Une chose petite, mignonne, poilue, unique, et surtout, une chose à qui on peut transmettre tous ses secrets. Eh bien cette chose... je n'ai pas beaucoup aimé ce livre car ce n'est pas de mon âge, mais je trouve qu'il est très bien écrit et aussi que l'idée est superbe d'avoir ramené un hamster à l'école. J'ai bien aimé ce livre car il est facile à lire, mais comme l'a dit Kenza, c'est un livre plutôt pour les élèves de CE2. Par contre, j'adore les livres qui ont de l'émotion et de l'aventure. Madame Scherer, j'aimerais en savoir plus sur ce livre. Pourquoi avez-vous décidé que cet animal serait un hamster? Alors ça, c'est du vécu. J'ai choisi comme personnage pour un livre pour les enfants très jeunes, vous avez raison, le hamster plutôt que le chien, le chat, le poisson rouge ou autre, parce que j'avais vécu ça en famille. Nous, on avait un hamster à la maison et ce hamster était très spécial. C'était un hamster nain, donc tout petit, qui ne grandissait pas. Mais en l'achetant au magasin, personne ne nous l'avait dit. Et donc on l'avait mis dans une cage pour hamsters normaux, mais lui était si fin, si fluet, qu'il s'est échappé entre les barreaux, qui devaient normalement l'empêcher de sortir. Et donc j'ai un souvenir d'insomnie et de nuits de cauchemar, où le hamster s'était faufilé sous la porte
de ma chambre où il y avait une grande bibliothèque et il s'était coincé derrière entre le mur et la bibliothèque. Et il a fallu démonter toute la bibliothèque, sortir tous les livres pendant des heures et des heures pour espérer le retrouver. Il était en panique. Et c'est, je crois, c'est cette nuit-là, enfin plutôt au matin, quand je m'étais reposée, que j'ai eu l'idée du titre, parce que je me disais, mais un autre animal aurait appelé, il aurait crié, il aurait pleuré, il aurait gémi, il aurait chouiné, comme on dit. Hein. Et lui, le hamster, n'avait pas de voix, donc on ne pouvait pas savoir où il était, le repérer simplement au grattement sur le papier peint du mur. Et c'est comme ça qu'il a fallu démonter toute cette bibliothèque pour le libérer. Avez-vous un animal de compagnie? Plus maintenant. Ça, c'est quand ma fille était petite. Maintenant, j'aime bien la liberté des animaux. J'aime bien savoir qu'ils sont dans leur habitat naturel. Et je n'aime pas les zoos, par exemple. Je n'aime plus les zoos, je n'aime plus les cirques. J'aime bien, quand je suis quelque part, même si je n'ai pas la chance de voir les animaux, j'aime bien les imaginer. Vous comprenez? Oui. Peut-être vous n'êtes pas d'accord du tout avec ça. Merci à nos deux chroniqueuses pour cette présentation. Les amis, comme dit auparavant, la vie est faite d'énigmes. Essayons de voir si Madame Scherer retrouvera les passages de son livre, ici évoqués musicalement. À la lecture de L'huile d'olive ne meurt jamais, des passages du roman m'ont fait penser à des morceaux de musique italien. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous les faire écouter et vous essayerez de deviner à quelle partie du roman ils correspondent. Vous êtes prêtes? Prête. Maintenant, nous allons passer à la première évocation musicale qui est une chanson qui me tient vraiment à cœur. Alors là, ça pourrait s'appliquer à beaucoup de passages du roman, parce que ti amo, ça veut dire je t'aime, et c'est vraiment ce que Olivier, à la fois, a envie de hurler et de chanter, et est trop timide pour dire à Caroline. Donc, je pense au moment où il passe devant son immeuble avec ses parents en voiture pour aller prendre l'avion pour la Sicile. Et il s'adresse à elle muettement dans le petit matin. Il sait qu'elle dort encore et qu'elle va pas l'entendre. C'est ça? Donc vous y étiez presque, ça peut aussi correspondre à cette partie du roman. Ça peut correspondre à toutes les parties du roman presque. Hein. Oui, mais la réponse à laquelle je m'attendais était quand Caroline tient la main d'Olivier en avançant ses lèvres près des siennes. Ah ben c'est à la fin ça. Ah oui, mais ça vous m'avez induite en erreur parce que je pensais que ça serait chronologique. Non. Ah, ils sont rusés, ils sont très forts. Hein. Bon ben j'ai perdu. C'est la chanson Ti amo, une très belle chanson d'amour d'Umberto Tozzi et Monica Bellucci. Passons au deuxième morceau de musique. Alors, j'ai une question pour vous. Là, vous parlez tous italien? Non. Mais vous comprenez les paroles des chansons en italien? Vous devinez les paroles des chansons en italien? Moi, je ne connais pas celle-là, et donc je suis incapable de... J'ai pas retenu une seule phrase. Je donne ma langue au chat. Je ne sais pas du tout à quoi ça peut correspondre. Ça a l'air d'un monologue intérieur, comme ça a l'air assez méditatif. C'est peut-être quand Olivier est prisonnier. Ah, vous y étiez encore presque. Presque. Ça peut aussi correspondre à cette partie du roman, mais la réponse à laquelle je m'attendais était le passage où on expliquait ce que faisait la mafia aux enfants de 10, 11, 12 ans. Ah, donc c'est pour ça qu'il y a ce ton de gravité là dans le chant. Hein. Oui. Et c'est la chanson Non Passere du célèbre Marco Mangoni, qui est une chanson triste et pleine d'émotions. Enchaînons avec le troisième morceau qui est connu par toutes les familles siciliennes et qui a traversé le monde entier. Cielo e io, luce d'amori, fuoco che si consuma come lume cori, nei maquillaggi. C'est pas sous cette version qu'il est devenu célèbre dans le monde entier, cet air. Hein. C'est sous la version du film Le Parrain, c'est ça? Je sais pas. Parle plus bas, car on pourrait bien nous entendre. Je sais pas vraiment. C'est je crois que c'est le générique du film Le Parrain, hein. Parrain 1, 2 et 3, film de Coppola. Vous le verrez quand vous serez plus vieux, plus grand.
C'est un très très beau film sur la mafia. Hein. Alors ça parle de la mafia. C'est l'hymne je dirais que c'est l'hymne de la mafia. Donc, ce chant peut s'appliquer au passage où on voit les mafieux parlementer entre eux. C'est malheureusement une mauvaise réponse. Déjà, je suis condamnée pour avoir fait des turpitudes. Là, maintenant, je vais être condamnée pour avoir donné les mauvaises réponses. Je ne sais pas ce qui va m'arriver ici, mais... Donc la réponse était la partie où Sergio alla chez Ginetta pour essayer de parler à Delphina, qui au contraire ne veut pas le voir. C'est une superbe chanson d'Andrea Bocelli qui se nomme Brucia la Terra, tirée du film Le Parrain, qui est connu par tous. Ah, quand même, ça c'était quand même une bonne réponse que j'ai donnée là, un petit peu, non? Non. Enfin, ça ne correspondait pas à la partie musicale. Vous êtes sévère avec eux comme ça, comme ils sont avec moi là? Ah, c'est pour ça? Vous vous vengez sur moi là? Et maintenant, nous allons passer au 4e morceau de musique qui nous bouleverse. Levo questa spada alta verso il cielo, giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Oh bah dis donc, c'était court, hein. C'était bref mais court. Oui. J'aime bien cette voix là, une voix sourde comme ça, une voix rauque. Je crois que c'est Olivier qui est sur son lit d'hôpital et le policier vient lui serrer la main tout doucement en faisant gaffe de ne pas le serrer trop fort. Parce Ça peut aussi correspondre à cette partie du roman, mais c'était la mauvaise réponse. Donc la réponse était la partie où Olivier était seul dans le puits. Ah, mais j'ai hésité avec ça. Et j'ai hésité avec celle-là. Ouais. Et c'est Guerrerio, une chanson encore du célèbre Marco Mangoni. Et je trouve que c'est une des parties les plus tristes du roman. Dites voir le titre, parce que j'ai pas... Guerrerio. Guerriero. Guerriero, le guerrier, donc. Oui. Le combattant. Ok. Et enfin, nous allons passer à la dernière évocation qui peut faire penser à beaucoup de moments du roman. E la pampina di l'oliva, la pampina. Oh, ça me fait penser à une chanson, un chant traditionnel. Et les chants traditionnels campagnards, ce sont souvent des chants de travail, en fait. On les chantait pour se donner du courage, du cœur à l'ouvrage, comme on dit. Et ça a donné des danses, ça a donné des chants traditionnels dans toutes les provinces. Et donc, il y avait des gestes aussi qui accompagnaient ces chants traditionnels, des gestes pour faire la moisson, des gestes pour faire les récoltes. Et là, je dirais que c'est la récolte des olives. Et Voilà. c'est une bonne réponse, c'est bel et bien la partie où Olivier aide à la baronne à cueillir des olives. C'est une excellente chanson qui a pour titre La Pampina di l'Aliva de Rosa Balistreri et qui est un morceau traditionnel sicilien. Ah, je vais pas partir complètement bredouille alors, complètement ridicule. Merci Madame Scherer pour toute votre attention. J'ai beaucoup apprécié votre roman L'huile d'olive ne meurt jamais, qui est un excellent roman très captivant et qui nous montre l'importance de l'huile d'olive. Merci beaucoup. Je disais hors du micro que j'allais quand même pas partir complètement bredouille et avec des réponses fausses à chaque question. Donc ça va, l'honneur est sauf. Mais moi j'ai des questions à vous poser. Hein. Je peux les poser? Oui. Oui. Maintenant là? Ou il y aura un autre moment plus tard? Après? Tac, je vais patienter alors. Alors Madame Scherer, comment trouvez-vous cet exercice? Eh bien, intimidant, hein, pas facile, très original, très original. Moi, j'aime beaucoup ça. Je le trouve romanesque. C'est un des plus beaux compliments que je puisse adresser à qui que ce soit, spécialement à des jeunes gens. Vous avez vraiment, vous avez compris ce que c'était que le romanesque, c'est-à-dire le goût des surprises, le goût de creuser une question, le goût de, tout d'un coup, comment dire, prendre un sujet et puis décliner plein de possibilités. Moi j'ai écrit, vous avez fait une émission de radio et ça se complète. C'est merveilleux. Merci à vous et merci à Mariam. Nous arrivons à évoquer le 3e livre de la grande écrivaine Sophie Scherer, La Nuit des Angelots. Dans ce livre, on parle de la nuit des sorcières.
Savez-vous ce que cela signifie? Voilà Tasnim qui va éclairer notre lanterne. La nuit des sorcières est appelée la marche de la Hexinacht en Lorraine, en France. C'est une fête lorraine célébrée la nuit du 30 avril. C'est une tradition de Moselle et de l'Est de la France, ainsi que des pays germaniques, qui date de plusieurs siècles. On raconte que des sorcières profitent des dernières ténèbres de l'hiver pour accomplir leurs méfaits et autres sortilèges. Il ne faut pas la confondre avec Halloween, qui est une fête folklorique et païenne originaire des îles anglo-celtes, célébrée dans la soirée du 31 octobre, la veille de la fête chrétienne de la Toussaint. Pour la célébrer, on collecte des bonbons, on sculpte des navets ou des citrouilles, et on se déguise en personnages effrayants. On voudrait savoir, est-ce que quand vous étiez petite, vous avez déjà participé à la Nuit des sorcières? Car si les auditeurs l'ignorent, vous êtes née en Moselle. Oui. Et non, je n'ai jamais participé. Je crois que si j'y avais participé, peut-être ça m'aurait suffi. Mais comme je n'y avais jamais participé et que ça me manquait, eh bien j'ai eu envie de l'intégrer dans un livre. Vous savez, on écrit quelquefois parce qu'on a vécu certaines choses. C'était le cas pour le hamster, hein, l'aspiration pour le hamster, ça m'est venu du vécu. Mais on écrit aussi quelquefois parce qu'on n'a pas vécu une certaine aventure ou un certain épisode. Et du coup, on veut se rattraper en imaginant ce qui se serait passé si on était dedans. Merci madame. Alors, qu'en dites-vous? Il y a bien une ressemblance entre Halloween et la nuit des sorcières, non? Avant la fin de l'émission, je laisse mademoiselle Rania nous parler de l'autre livre de madame Scherer, intitulé Liberté, égalité, Mathilde. Avant tout, chers auditeurs, je vais vous lire un petit résumé. Mathilde est élue pour défendre les droits et la démocratie. Et croyez-moi, elle va en changer des choses. Pour en savoir plus, voici mes questions. L'histoire a-t-elle une relation avec votre vie? Je prends le temps de réfléchir. Hein. Oui, parce que j'ai eu la curiosité d'assister à un parlement des enfants. Un jour, je voulais absolument savoir comment ça fonctionnait. J'ai rencontré des enfants qui y avaient participé. J'ai assisté au débat, j'ai assisté au discours final. Et donc, j'ai eu la chance d'aller siéger à l'Assemblée nationale. Et j'ai trouvé que les enfants étaient extraordinaires, de souci d'être juste, de précision et de bien commun. Voilà, ça m'a épaté. Et depuis, j'ai en tête une idée de texte qui ne serait pas un roman, mais qui serait plutôt un essai pour défendre le droit de vote des enfants dans différents domaines, beaucoup plus tôt qu'aujourd'hui, donc dès 8 ans. D'ailleurs, si nous avons le temps, j'aimerais bien avoir votre sentiment, votre avis là-dessus. Bien, passons à la suivante. Pourquoi Mathilde veut-elle défendre la démocratie? Alors, justement, je dirais parce que c'est un enfant. Avec ses qualités d'enfant, c'est-à-dire la naïveté, la haine de l'injustice, le souci du bien commun, que c'est quelque chose, je pense, que tous les enfants partagent et certains êtres humains le perdent en grandissant, en devenant plus cyniques, en ayant du pouvoir, et tout d'un coup, l'égoïsme prend le dessus. Mais c'est pas le cas chez les enfants d'âge très tendre, et je compte sur les enfants. Je pense que le monde est en train de se priver d'une façon dommageable, de l'intelligence et de la générosité des enfants. À votre avis, que se passera-t-il si Mathilde n'est pas élue? Elle acceptera le verdict, comme tout bon citoyen démocrate, quoi. Hein, et voilà, elle recommencera peut-être une autre fois, dans un autre contexte, mais elle acceptera le verdict, ça c'est sûr. Elle ne se révoltera pas. Enchaînons avec la prochaine question. Les droits des enfants vous tiennent-elles à cœur? Énormément. Oui, et depuis toujours. J'ai l'impression, depuis que je suis enfant, je suis soucieuse des droits des enfants. Une expression qui ne devrait même pas exister d'ailleurs, parce que les droits de l'homme, comme on dit, ce sont aussi bien les droits de la femme que les droits des adolescents, que les droits des enfants. Mais on a besoin de le préciser parce que les enfants sont encore très souvent victimes dans notre monde contemporain, de tous les tourments et de toutes les injustices auxquelles beaucoup d'adultes ont échappé. Par exemple, le travail forcé. Merci, grâce à vous j'en sais plus. Merci Rania pour cette présentation. Chers auditeurs, flash info des forces de l'ordre. Que peut-il bien se passer de si grave? Je laisse la parole à mademoiselle Iva. Je crois qu'on a retrouvé Madame Sophie.
Elle participait bien à l'émission de web radio des 6e et la voilà. Je vous remercie, car sans votre aide, on ne l'aurait pas retrouvée. On va bien s'occuper d'elle, ne vous inquiétez pas. Ouh, soulagé. Comme l'agent Iban vous l'a dit, la criminelle est retrouvée. On ne craint plus rien. Chers auditeurs, nous arrivons à la fin de l'émission qui j'espère vous a plu et qui a été enrichissante. Je tiens à remercier nos chroniqueurs, nos techniciens, notre professeur de français Madame Maz, Madame Breton et Madame Sophie Scherer pour avoir accepté de participer à cette émission. Merci à toi Zineb d'avoir animé cette émission. Nous vous remercions tous. Et à bientôt sur Cache Radio. Oh